Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs ou dans la suite de ce que vous aviez déjà commencé. Je vous souhaite de passer de précieux et bons moments en compagnie de ceux-là qui vous aiment et que vous aimez aussi. Agréable semaine donc, c'est parti pour une nouvelle semaine également dans la balade matinale. On va démarrer avec cette chanson de King Manson pour vous installer confortablement. À cette jeunesse qui se bat sans cesse, à cette jeunesse qui sait qu'elle peut donner quelque chose et qui essaye quand même. Nous vous envoyons nos ondes positives ce matin pour vous dire continuez par vous battre un beau matin, ça va sourire un beau matin, certainement ça va donner des résultats. Rebonjour si vous nous rejoignez, moi c'est Joanita Blaboutry et dans cette balade matinale nous allons parler de cette difficulté de la vie et la tendance de certains jeunes à baisser rapidement les bras. Pour en parler, je suis ce matin avec Délivrance Tché, chroniqueuse de la maison. Bonjour. Bonjour Joanita, bonjour aux éditeurs. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord, également avec nous sur ce plateau, Credo Amei, activiste en santé sexuelle et reproduction. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être sur le plateau de la balade matinale. Merci pour l'invitation. D'accord. Nous sommes également avec Sadat Issifou, il est consultant en communication. Bonjour. Bonjour. Et comment ça va? Je vais bien, chez vous? Ça va, merci. Super. Voilà, le plateau, il est présenté, mais nous allons tout d'abord commencer avec la chronique de Délivrance. De quoi parlons-nous ce matin, Délivrance? Aujourd'hui, nous allons parler de sel associé avec l'AVC. Donc, nous avons commencé une mini-série sur l'AVC qui est, nous en souvenons, un accident vasculaire cérébral. On l'a déjà dit, ce mal redoutable peut être favorisé par une mauvaise hygiène de vie, notamment dans l'assiette. Trop de sucre, trop de gras, trop de sel, ce sont des habitudes qui peuvent nuire à notre santé. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de sel. Ce sel qu'on aime tellement saupoudrer sur nos plats pour relever le goût peut malheureusement nous jouer de bien vilains tours. Et le sel est composé presque entièrement de chlorure de sodium. Oui, c'est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre corps, donc il n'est pas question de le supprimer complètement. Mais attention, trop de sel et vous augmentez le risque de développer des maladies comme l'hypertension artérielle qui peut elle-même entraîner un AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, nous devions consommer pas plus de 5 grammes de sel par jour, c'est-à-dire une cuillerée à café de sel environ. Alors, comment faire pour réduire sa consommation de sel au quotidien? Voici 4 gestes simples et très efficaces pour ce faire. Primo, retirez la salière de la table. Si vous avez le réflexe de rajouter du sel sans même goûter, mieux vaut éloigner la tentation. Ensuite, cuisinez moins salé. Misez sur les épices, sur les herbes aromatiques pour donner du goût à vos plats. C'est bon pour les papilles et c'est bien meilleur pour la santé. En troisième position, habituez-vous à manger frais et naturel. Les aliments transformés comme les biscuits, les snacks ou même certains pains contiennent souvent beaucoup de sel caché. Privilégiez aussi plutôt les aliments frais et lisez bien les étiquettes. 4. Faites également le choix de cuisiner vous-même aussi souvent que possible. C'est vrai, on est parfois fatigué en rentrant le soir, on a tendance à commander des plats, mais cuisiner à la maison, c'est avoir un contrôle total sur les ingrédients que vous cuisinez, y compris sur le sel. Et pour finir, souvenez-vous de ce chiffre avant toute consommation de sel, 1,89 million. C'est le nombre de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause d'une consommation excessive de sel, selon l'OMS. Alors, souvenez-vous de ce chiffre à chaque fois que vous rajoutez du sel. Soyez vigilants, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette et prenez soin de votre santé. Prenons soin de notre santé. Trop sucré, trop salé, trop gras, c'est dangereux pour la santé, comme l'a dit Délivrance. Merci pour la chronique. Avec plaisir. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut totalement se passer du sel?
Non, je ne dirais pas qu'il faille totalement s'en passer. Comme je le dis dans la chronique, le sel est constitué de chlorure de sodium. Donc, dans l'idéal, il faut en consommer parce que le corps en a besoin. Donc, il ne s'agit pas de s'en priver totalement. De toute façon, nous retrouvons le sel dans beaucoup d'aliments. Déjà, le pain et des aliments naturels, les crustacés, tout ce genre de choses. Donc, on ne pourra pas totalement s'en passer. Oui. Parce que le sucre, on peut s'en passer, comme on le dit souvent, mais est-ce que c'est possible pour le sel aussi? Non, ça n'est On pas. y reviendra forcément et nous attaquons tout de suite le thème de ce jour, la tendance de certains jeunes à rapidement abandonner face aux difficultés de la vie. C'est un phénomène assez préoccupant. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. On en parle justement avec nos invités. Alors, j'adresse la parole à qui voudra la prendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui confronte plus les jeunes à cette difficulté du fait qu'on ne persévère plus d'abord et on se dit à la moindre difficulté, ah non, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui ne va pas chez la jeunesse aujourd'hui, messieurs? Ok, merci beaucoup déjà pour la question et je pense que c'est une très bonne thématique qui est d'actualité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes, dans un premier temps, manquent cruellement de repères. De repères. Il n'y a pas de repères en fait. Bien avant le manque de repères, je pense également que c'est plus une question d'environnement. Je veux dire, où est-ce que tu as grandi, à quoi es-tu exposé, qu'est-ce que tu as vu, ou bien qui tu as pris comme modèle, qu'est-ce que cette personne fait et qui t'a inspiré. Parfois, je vous assure que on n'a pas ce repère-là, on n'a pas ce modèle-là qui fait que les jeunes d'abord s'auto-éduquent. On peut dire il y a l'éducation que tu peux recevoir à la maison, Oui. mais il y a aussi ce que tu apprends dehors. Et on est plus influencé par ce qu'on apprend dehors ou bien ce qu'on découvre dehors. Et parfois, on se pose aussi des questions. On ne peut pas tout consommer. Donc, quand tu prends un modèle et tu vois que ce que ce modèle-là fait ne t'inspire pas, alors là, tu changes encore de modèle. À force de changer de modèle, finalement, on se perd. D'autant plus que ces jeunes-là ne se connaissent pas au prime abord, Oui. n'ont pas peut-être une vision propre à là où eux-mêmes ils veulent aller. Donc, il y a le manque de repères. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le fait qu'on a cette culture de l'immédiat. On veut tout avoir tout de suite. Tu commences un truc, tu veux On rapidement veut un avoir résultat rapidement. Donc, c'est tellement compliqué que quand le jeune commence et il tape au dos, c'est difficile de se relever. Donc, soit carrément il est fataliste ou défaitiste, il dit c'est compliqué pour moi, je pense que je vais encore me lancer dans un autre truc en fait. Donc, à chaque fois, c'est compliqué de pouvoir se relever si tu n'as pas cette culture de patience ou bien tu n'as pas cultivé la patience pour savoir déjà que quand tu vas commencer, ça va être difficile et que c'est à force d'échouer que tu vas apprendre avant de maintenant te relever. Comment cultiver cette patience? On en reparle. Il n'y a pas de souci. Mais d'abord, est-ce que l'éducation à la base aussi ne fausse pas un peu les calculs? Parce qu'à l'école, on nous dit tu n'as pas le droit d'échouer, tu échoues sans les parents qui tapent du doigt sur la table. Encore, ce sont les enseignants qui vous disent ah mais non, vous êtes nuls en fait. Mais alors que les échecs font également partie de la vie. Est-ce que quelque part, ça ne part pas de cette éducation aussi? Merci pour la question. Je dirais que l'éducation scolaire aussi inculque ces valeurs que nous voyons actuellement. Et il faut dire que ce sont des trucs qui s'ancrent dans notre inconscience. Nous n'avons pas droit à l'échec, nous n'avons pas droit à regresser, nous devons redoubler d'efforts et Toujours tout ça. évoluer constamment. Toujours évoluer constamment. L'éducation nous inculque ça dès le bas âge, déjà au CP1 jusqu'à ce qu'on ait le bac. Vous voyez que ça peut s'ancrer facilement dans notre inconscience. Et nous avons toujours cette envie de faire mieux, de chercher plus et d'avoir immédiatement les résultats. Exactement. Sous peur du regard des parents, des amis et tout ce qui va avec de la société. Donc, on se met la pression. On se met la pression et il a touché un point important qui est l'auto-éducation où nous n'avons pas de repères assez clairs ou des mentors ou bien des personnes que nous suivons et on s'auto-éduque à notre façon. Également l'avènement des réseaux sociaux qui montrent la réalité, une réalité biaisée en fait de ce que c'est que l'effort, ce que c'est que la réussite.
Et tout ça engendre le fait que la jeunesse aujourd'hui s'en lasse très rapidement ou n'a plus cette capacité de reprendre lorsqu'il tombe. Délivrance, tu as écouté parler les hommes. Ton avis là-dessus? Je suis d'accord avec eux. Oui. D'abord, sur le point des réseaux sociaux, nous avons cette génération entière qui est focalisée sur des pseudo-influenceurs qui présentent la réussite comme quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Vous commencez aujourd'hui et demain, vous avez réussi. Donc, ils grandissent avec cette mentalité où il suffit juste peut-être de pointer derrière une caméra pour avoir un succès immédiat, suivi de richesses financières et tout. Et quand ça n'arrive pas, ils ont tendance à devenir défaitistes. Ils ont l'impression que c'est eux. Et il y a aussi le côté école où effectivement, il y a cette honte d'échouer. L'échec est une honte. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à se relever de cette honte. Ils ont tendance à se dire, si j'ai échoué, c'est fini. Alors que ça ne s'arrête pas là. Ils n'ont pas cette culture de la résilience. Il faut être persévérant. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Il faut aller de l'avant. Et il y a aussi un côté, je me demande un peu si ce n'est pas aussi un peu dû à notre éducation francophone. On nous dit, vous avez le bac, vous avez un bac plus 2, un bac plus 3, vous sortez, vous trouvez un travail et puis c'est terminé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adolescents maintenant, de jeunes adultes, qui pensent que simplement le fait d'avoir terminé l'école leur donne accès à la réussite. Alors que ça n'a rien à voir. Il faut aller dans la vraie vie, commencer à se casser les dents, une fois, 2 fois, 3 fois, se relever. Il n'y a pas cette culture de... ça pourrait ne pas marcher. Et je crois que c'est un peu tout ça. Alors, comment arriver à cultiver la patience dont vous parliez tantôt, Sadat? Est-ce que c'est une école carrément à ouvrir pour la jeunesse? Comment est-ce qu'il faudra s'y prendre pour leur dire « Ah, mais les choses ne sont pas dues, il faut se battre pour les avoir ». Donc, moi, je dirais qu'il y a 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de se connaître. Qui tu es, c'est fondamental, en fait. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, ça va être compliqué pour toi. À quel moment est-ce qu'on apprend à se dire qui suis-je dans le parcours que nous avons? C'est très simple. Ça se résume juste à une seule simple question. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ok. Quand tu sais ce que tu aimes, ça te permet de savoir ce que tu peux faire. Quand tu sais ce que tu n'aimes pas, ça te permet aussi de savoir qui ne pas faire entrer dans ta vie ou bien qui fait sortir de ta vie. Ça te permet de justifier tes oui, ça te permet de justifier tes non. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu aimes? Ce n'est pas j'aime la pâte quand même. Mais je veux dire j'aime manger les oranges, tout ça là, non. Mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te vivifie? Qu'est-ce qui te permet de te sentir en tant que personne en fait? Donc c'est basique. C'est ça qui te permettra de savoir qui tu es réellement. Comment est-ce que tu te sens quand tu n'es pas dans ta zone de confort ou bien quand tu es dans ta zone de confort également. Donc ça, c'est la base. Maintenant, quand tu sais qui tu es et quand tu as fini de faire l'exercice là, il faut savoir ce que tu sais faire. Je pense que nous tous ici... les aptitudes. Les aptitudes, ce qu'on apprend à l'école, ce que toi-même tu développes dans la vie. Donc, c'est tout un ensemble de beaucoup de choses au même moment. Donc, tu dois savoir ce que tu sais faire, ce que tu as appris de la société, tu as même ta propre expérience en fait. Donc voilà. Après, maintenant, il y a le contact que tu as avec les gens. C'est ce qu'on appelle les soft skills, par exemple. Cette facilité que tu as de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir échanger avec les gens, cette capacité à apprendre rapidement. Quand tu tombes ou bien quand on te fait des remarques, tu arrives quand même à implémenter cela et puis à gagner en compétences. C'est facile de le dire, mais c'est aussi difficile. Parce qu'il y a des personnes où, quand on leur fait des remarques, ils s'énervent. Vous voyez un peu, ce n'est pas tout le monde qui accepte les remarques. Parfois, les gens pensent que quand on leur fait des remarques, c'est pour les torpiller, ou bien c'est comme si on est contre eux. Donc, il faut aussi avoir ces éléments-là. Et maintenant, il faut aussi se projeter en termes de vision. Où est-ce que tu veux être? Comment est-ce que tu te vois d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans, en fait? Donc, ce sont ces éléments-là qui vont te permettre de pouvoir savoir déjà qu'à cette étape-là, je dois être patient. Ok, peut-être que ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Quelles sont les personnes que je dois approcher? Comment est-ce que je dois apprendre ci? Comment est-ce que je dois me former? Donc, c'est beaucoup de choses au même moment. Et ce n'est pas juste une question d'une journée, d'une année ou voilà, des mois. C'est beaucoup de choses au même moment qui s'imbriquent.
Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement Mais par rapport à cette est-ce qu'il culture. doit arriver des moments où on peut baisser les bras, se dire, ok, ça ne va pas là, je relâche prise totalement, je me laisse aller, ok, c'est bon. Est-ce qu'on doit se donner de ces moments-là? Je peux dire oui. Il peut arriver un moment où il faut lâcher. Et quand je dis lâcher, c'est pas de ne plus essayer de se construire ou de s'orienter sur d'autres trucs. Peut-être tu es en train de faire un truc, comme Sadat vient de le dire, il faut savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Peut-être dans cette quête de trouver ce que tu aimes, tu es dans un domaine où tu n'arrives pas à exceller. Et là, clairement, il faut dire que non, ça, c'est pas mon truc. Et il faut chercher à s'orienter vers un autre truc. Donc, le fait de laisser ce domaine-là, je dirais que c'est une façon de lâcher, mais de se reconcentrer sur... Est-ce que justement, c'est pas le domaine. fait de se concentrer sur un seul domaine, ne pas diversifier ses acquis ou se dire, ok, d'accord, j'étudie, je dis ça, je dis rien, le droit par exemple, j'ai le droit encore d'apprendre peut-être, je ne sais pas moi, la coiffure, ou encore j'ai le droit d'apprendre la cuisine, la pâtisserie. Est-ce que c'est pas avoir plusieurs cordes à son arc qui va plutôt aider? Il faut savoir que lorsqu'on est jeune, il est permis de faire plusieurs trucs. Voilà. Puisqu'on est dans une quête de savoir ce qu'on est et ce qu'on aime vraiment. Et le fait de faire plusieurs trucs va nous permettre, bien évidemment, de trouver notre voie, notre passion et ce qui va nous amener vers la réussite. Si on se concentre uniquement sur un seul truc, ou c'est parce que mon parent m'a dit de faire ça que je le fais, c'est comme un canal qui est déjà tracé. Et lorsqu'on échoue, on aura du mal à reprendre dans un autre domaine pour dire j'ai perdu trop de temps, je suis assez vieux maintenant pour Voilà. reprendre tout ça. Donc, ce sont des trucs à prendre en compte. Lorsqu'on est jeune, il faut toucher à beaucoup de choses et trouver dans ces trucs ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne la joie. Aujourd'hui, on a les activités scolaires, on a les activités parascolaires. Je donne un exemple palpable, les activités sportives. Et j'en connais qui excellent énormément dans les activités sportives. À côté, l'école, ça ne marche pas forcément trop. Ils sont peut-être moyens ou tout juste ce qu'il faut à l'école. Est-ce que il ne faudrait pas peut-être avoir plus d'activités parascolaires? Parce que Délivrance l'a dit tout à l'heure, on finit l'école, on finit le cursus universitaire, ça ne donne pas droit immédiatement à un idéal, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Non, allez-y, je vous en prie. Et effectivement, dans notre système éducatif, ça serait bien qu'on ajoute encore d'autres activités hors du cadre théorique et tout ce qui va avec. Par exemple, le sport que vous avez dit. Bien sûr, il y a des amis, des camarades qui excellent dans certains domaines sportifs. Donc, ça serait bien aussi d'ajouter encore d'autres choses. Voilà. Par exemple, il y a des matières facultatives où il y a la couture, mais ce n'est pas comme le sport, par exemple. On le fait peut-être lorsque les examens sont proches. Et là, on ne voit pas réellement la compétence de l'élève là, qui a choisi la couture comme matière facultative. Donc, ça serait bien de prioriser ça aussi comme on le fait avec le sport et d'ajouter aussi d'autres matières comme l'art plastique, par exemple, la musique, aller bien au fond et d'autres activités. Est-ce que la jeunesse est prête aujourd'hui à se consacrer à d'autres activités, comme on le dit, Délivrance? Je prends un jeune ado qui vient peut-être d'avoir son probatoire, c'est le seul examen dont les résultats sont sortis déjà. Est-ce qu'il est prêt à aller porter des briques? Est-ce qu'il est prêt, je ne sais pas, à manier le ciment ou encore à aider un staffeur à poser le staff quelque part, histoire d'apprendre un truc dans ces 2 ou 3 mois de vacances? Est-ce que les jeunes sont prêts à ça aujourd'hui? Je pense qu'il y en a peu qui sont prêts à ça. Parce que nous vivons dans une société qui a tendance à minimiser ce genre de travail. Ouais. C'est comme par exemple pour la couture. À l'école, on apprend à poser des points et tout ça. Combien de jeunes filles réellement sont prêtes à, même si elles sont intéressées à la base, est-ce qu'elles sont prêtes à développer cela? Parce que le métier de couturier et de couturière est devenu tellement si banal que bon, ce n'est pas valorisé. Tout le monde se dit, on aime les gagner. Vous voyez, faire, par exemple, comme vous venez de dire, pour le staff, moi je trouve que
les bons staffeurs ne sont pas forcément légion. Nous avons beaucoup de staffeurs, mais pas nécessairement des bons. Et quand c'est bien fait, c'est très beau. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas parce que limite, ils trouvent que c'est un peu avilissant. C'est salissant, on va dire. Voilà, c'est salissant, c'est avilissant. Moi, je veux pas être staffeur, je veux pas être maçon. Mais ce sont des métiers dont la société a besoin. Si on veut et qui rapportent beaucoup d'argent. Oh oui, ça, les jeunes ne le savent pas. Quand vous faites bien votre travail, peu importe que ce soit un travail. Et puis, de toute façon, si c'est salissant, on ne vous demande pas de vous balader dans les rues avec du ciment jusque dans les cheveux. Après avoir terminé votre travail, vous vous ressapez, vous sortez, tout ça. Quand vous dites à quelqu'un, je suis maçon, il ne vous croit pas. Donc, c'est ces petites choses-là. Il faut valoriser certains emplois. Nous ne sommes pas tous destinés à aller à l'école, à avoir des doctorats. De toute façon, dans une société où il n'y a que des docteurs, ça ne va pas avancer. Donc, comment on va faire pour changer ce standard-là? Sadat voudrait rebondir sur quelque chose d'abord. Je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes dans une société où c'est plus une question de génération. Les jeunes sont exposés à quoi? S'il n'a pas vu dans son entourage des personnes qui ont percé dans le même domaine, comme staffeur, couturier, tout ça, il ne va pas le faire. Vous voyez un peu? Parce que depuis le bas âge, aujourd'hui, les choses ont évolué. Ils sont plus exposés aux écrans. Comment est-ce qu'on trouve une activité? Comment est-ce qu'on trouve un métier qui sort de l'écran là, qui permet de gagner de l'argent? Et on les invite à s'y intéresser dès le bas âge pour pas qu'ils perdent du temps à se disperser. C'est aussi ça la question qu'on doit se poser. En fait, aujourd'hui, il y a le propriétaire qui est terminé. Quel jeune va aller transporter les briques? Nous, on a fait du métayage. Nous, c'était notre passion parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. En tant que tel, on ne connaissait pas la valeur d'Internet. Donc c'est Internet le problème aujourd'hui. Oui, mais grâce à Internet, il y a beaucoup de choses que ces jeunes peuvent faire. Apprendre l'informatique, c'est une base. Apprendre Excel, par exemple, c'est très bien. Sur le CV des gens, il y a 2 éléments qui rattrapent vite les gens. C'est la maîtrise d'Excel et surtout le côté anglais. Voilà. Les gens mentent là-bas sur ces 2 éléments-là. Excel et anglais, les gens mentent. Et quand le recruteur veut passer en anglais ou bien switcher en anglais, c'est fini. Tu es démasqué. Ouais. Donc, il faudrait que ces jeunes puissent commencer par anticiper sur ces trucs-là. Comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Et maintenant, étant donné que je suis plus exposé à tout ce qui est réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux apprendre à travers les réseaux sociaux et qui va me permettre de gagner, de gagner du temps. Et voilà quoi, il sait que je suis à la maison mais j'apprends. Si papa va me payer peut-être des sessions de cours d'informatique pour que je maîtrise déjà le clavier, c'est une base. Tu as une notion. Donc là, tu sais que tu n'as pas perdu ton temps. Et par exemple, il faudrait que ces jeunes aussi puissent déjà s'organiser parce que vous n'êtes pas ça savoir qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes là font beaucoup de choses en ligne que nous-mêmes on ne sait pas. Donc les parents ne contrôlent rien. Donc le parent, lui, il est là, il dit ok, peut-être tu vas devenir ci, tu vas devenir ça. Il oublie que le jeune, il voit autre chose. Il a des modèles qui lui montrent une certaine forme de vie sur Internet. Donc, le papa qui lui dit, OK, il va passer du temps en entreprise avec ton oncle, il va refuser parce qu'il va dire qu'il va aller perdre du temps là-bas. Donc, du coup, il y a ces éléments qu'il faut prendre en compte, surtout l'époque. C'est très important. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en fait. Mais voilà, qui doit aussi attirer l'attention des parents. Nous sommes à la veille des vacances. Pourquoi même pas ne pas dire nous sommes pendant les vacances déjà, puisque les examens sont terminés. Est-ce que c'est un recyclage qu'il va falloir faire en matière technologique ou en matière d'Internet? Je réfléchis à haute voix, mais ce que Sadat vient de dire, c'est pertinent quand même. Bien sûr, c'est très pertinent. Il vient de dire le jeune a un autre modèle, mais voilà, le parent, que celui qu'on lui présente dans son éducation. Autre chose, mais il faut dire peut-être aux parents de ne pas baisser les bras et de ne pas dire que c'est la nouvelle génération, donc il faut les laisser faire. Et ils vont se conscientiser eux-mêmes. Ce que vous avez appris lorsque vous étiez jeune, par exemple, il y a les parents qui préparent des arachides et remettent ça à leurs enfants d'aller vendre et tout ça. Il y a certains qui le trouvent comme un corvée, mais il y a certains qui le trouvent comme un plaisir et tout. C'est pas forcément qu'on t'oriente à devenir vendeur ou commerçant mais c'est pour t'initier peut-être à d'autres choses plus tard. À gagner toi-même ton pain quotidien. Pas forcément à se focaliser sur l'école. Lorsque papa ne me donne pas l'argent, c'est que je n'irai plus à l'école ou tout ça. Donc, il faut que les
parents aussi soient résilients, Oui. soient résilients et toujours inculquer de bonnes valeurs, ne pas les laisser à eux-mêmes pour dire, bon, si je lui dis, il ne sera pas d'accord, donc mieux, il fait ce qu'il veut. D'accord. En tout cas, le côté Internet est très important à revoir pour et les jeunes, même les tout petits aujourd'hui, je Oui. pense qu'ils sont très exposés à ce phénomène. Ouais. Maintenant, moi, le fait de standardiser peut-être un autre modèle autre que ce que nous apprenons dans les cahiers, c'est-à-dire c'est l'heure de fermer les cahiers. Maintenant, à quoi ça donnait pour les vacances? C'est vrai, il y a diverses activités, mais est-ce qu'il ne faudra pas varier un tout petit peu ce qu'on a l'habitude de faire pendant les vacances? Ok, bon, on va rester chez la tante, ou encore pendant les vacances, d'accord, il y a des cours de vacances, ou Est-ce qu'on ne doit pas changer ce format-là un tout petit peu, surtout dans le modèle francophone? Tout à fait. Il faut vraiment varier ce standard, mais comment procéder? Voilà. Je pense que c'est la question, comment procéder. Il s'agit, je pense, d'encourager les jeunes à aller explorer les sentiers battus. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont peut-être orienter leurs enfants à faire certaines choses pendant les vacances parce qu'eux-mêmes, ils sont habitués à ces choses. Ouais. Ils n'ont pas forcément l'esprit ouvert pour aussi laisser les enfants aller à la découverte de ce qui les attire naturellement. Vous pourrez tomber dans une famille où un jeune est attiré par quelque chose en particulier où les parents vont lui dire « pas question que tu fasses ça Voilà. ». C'est hors de question. Mais c'est en faisant ces choses, Je en prends la essayant des danse choses- ou le chant, par exemple. Oui, on va dire c'est c'est- pas des choses communes qu'on accepte que bien les vu. enfants fassent, en fait. C'est pas bien vu. Alors que des jeunes peuvent avoir un réel talent. En dehors tout le monde veut chanter, tout le monde veut être une star. Il y a des gens qui ont de vrais talents. Donc, il faut les laisser se découvrir. Il faut les laisser découvrir de nouvelles choses. Et c'est dans ces découvertes-là que des talents vont émerger. Au Ghana, voisin ici, vous verrez beaucoup qui sont des cordonniers, mais ils l'ont appris nulle part. Hein. Ce sont des métiers transmis de frère à frère ou encore de grand-père à petits-enfants. Vous verrez aussi d'autres s'adonner à du perlage. Oui. Rapidement, en un mois, ils savent faire beaucoup de choses avec leurs petits doigts. Je pense qu'il va falloir réintégrer ça aussi dans notre société ici. Alors, ça date longtemps, vous parliez de la socialisation entre les jeunes. C'est vrai que c'est compliqué pour certains, pour d'autres, c'est assez facile de s'ouvrir aux gens, discuter de tout et de rien. Pourquoi est-ce qu'il y a ce côté, pourquoi est-ce que certains jeunes se renferment sur eux-mêmes? Parce que quand on a du mal, en fait, à s'ouvrir à la société, quand vient un petit problème, on va aller se rabattre sur soi, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là chez certains jeunes? Bon, moi, je vais juste prendre mon exemple comme cas pratique rapidement. Quand moi, j'étais enfant, avant que maman ne sorte pour aller au marché, elle m'enfermait dans la chambre. Parce qu'il n'y avait personne pour te garder? Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas la télé. D'accord. Donc, elle m'enfermait. Et puis, Mais il y avait les tantes, il y avait les oncles. Oui, mais vous savez, quand vous êtes en location, les parents évitent surtout les problèmes. Donc, c'est pour ça que ma maman, elle avait l'habitude de dire que fille qui me donne, il va m'accorder le fond. D'accord. Tu veux un peu? Ok. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas rentrer, puis on va te voir rentrer dans la chambre du voisin pour dire que je vais aller regarder la télé. D'accord, je Et vois. tu pars casser quelque chose là-bas. Ça Pour devient des créer frais. des problèmes après. Donc, c'est compliqué. Donc, elle m'enfermait. Donc, moi, en grandissant, j'ai cultivé plus cette façon d'être replié sur moi-même. Donc, moi, je peux passer un mois dans la chambre, ça me Sans dérange pas. socialiser. Du moment où j'ai tout ce que j'ai mon ordinateur, j'ai Internet, j'ai tout ce qu'il faut, ça me va. Mais c'est avec le temps que j'ai plus appris à m'ouvrir aux autres. Parce Ça veut qu'à dire que ce l'école, n'était pas l'idéal, en fait. c'était pas l'idéal. Donc, à l'école, par exemple, on avait aussi cette situation où on est plus en compétition. Si tu as 4, ton ami a 9, tu as honte, tu vois, il y a des Voilà. choses. Donc, c'est On l'école met les aussi. gens à part en fonction de leurs notes. Il y avait des rangées Oh où là là. les paresseux, donc voilà. Il y avait Les géants de derrière, voilà, ou donc encore les... ça aussi, ça nous conditionnait. On avait honte, parfois même pour prendre la parole, parce que ce sont des compétences qu'on n'a pas apprises à l'école, par exemple. Vous voyez un peu comment prendre la parole, comment dire ce qu'on ressent. Moi, je me rappelle, ça aussi, c'est juste une petite parenthèse. Moi, j'avais tellement peur de dire ce que je ressens ou ressentais. Je vous donne un exemple. Ça, j'ai joué au CM2 juste à cause de ça. Parce que j'avais des problèmes d'yeux dont je ne voyais pas. Alors que Mais tu n'arrivais pas à l'exprimer. au CPD rouge, tu dois dire
aux examinateurs que je n'aurais pas à voir. Ce qui est écrit au tableau. Oh là là. J'avais peur d'exprimer cela. J'ai échoué lamentablement. Oh là J'ai là. repris parce que je ne voyais pas. Alors qu'on était en train de faire le processus pour me trouver les verres, tout ce qui va avec. Donc j'ai échoué comme ça parce que j'avais peur de dire au suivant que mettez-moi devant parce que calcul écrit là ou bien le problème là, je ne voyais pas. Donc j'ai souffert dans mon coin. C'est avec le temps que j'ai appris vraiment à extérioriser mes sentiments ou bien mes ressentis. Donc il y avait aussi l'école qui nous avait déjà conditionnés à ne pas vraiment s'ouvrir aux autres, à avoir honte, à poser 1001 questions dans la tête pour dire est-ce que si je ne dis pas ça là bien, est-ce que les gens ne vont pas valider ou bien les gens ne vont pas se moquer de moi. Et donc progressivement, on a gardé cette façon de faire. Et globalement, le Togolais même, c'est quelqu'un de timide. Il y a ce moi qui dit à ce Togolais que reste dans ton coin, du moins c'est pas ton affaire, ne fais pas et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses qui sont mis en situation ensemble et qui conditionnent en fait qui nous conditionnent. Donc quand tu prends un Ivoirien et quand tu prends un Togolais, c'est compliqué. Moi, j'ai expérimenté les deux et je vous assure, l'Ivoirien, quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Ah, c'est clair. Vous voyez un peu. Il se tait pas, il dit ce qu'il a à dire en fait. Voilà. Alors que moi, mon boss, par exemple, c'est un Ivoirien, il me dit gars, si tu as une idée, dis-moi. Alors que moi, j'aime plus rester dans mon coin, je dis ok, bon, peut-être que. Donc c'est comme ça. Donc il faut qu'on arrive quand même à cultiver cette prise de décision personnelle vis-à-vis des idées que nous avons en tête. C'est une idée, quoi. C'est pas une âme. C'est pas quelque chose qui va t'handicaper. Dis-le, si c'est pas bon, on va te corriger et tu vas évoluer dans ce que tu fais. Donc moi, par exemple, j'ai été conditionné par ces choses-là et c'est beaucoup de choses qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai appris aussi à aller vers les autres, à apprendre des autres, à dire ce que je pense et c'est aujourd'hui quelque chose de bénéfique pour moi et ça m'aide à évoluer sur le plan personnel et aussi professionnel dans ce que je fais. J'ai une tante qui me disait du moment où ça te traverse l'esprit, c'est que c'est réalisable. Voilà. Tout à fait. On doit pouvoir aller vers ça chez la jeunesse aujourd'hui. Bien sûr, le fait de permettre aux jeunes d'être social, d'évoluer ensemble. Pour mon histoire personnelle, il y a 4-3 ans, je n'imaginais pas être peut-être à la radio ou à la télé, et en train de parler. Ce que je sais, tout, parce que j'étais quelqu'un de timide, comme ça vient de le dire, j'étais dans mon coin et tout. Mais il a fallu que j'adhère à une association où vous êtes obligés de travailler ensemble, de faire des plans d'action ensemble, de mener des activités de sensibilisation ensemble. Donc, cela m'a fait sortir de ma coquille, en fait, et d'explorer davantage beaucoup de choses. Mais encore, moi, je décèle que tu es toujours renfermé sur toi. Voilà. Alors, imaginez, les années passées, c'était encore pire. Donc, il faut dire que ça serait peut-être une option aussi aux jeunes de s'approcher des associations. Il y a le mouvement d'action des jeunes, il y a le Youth Panel, il y a plusieurs associations où ils peuvent adhérer et pas qu'adhérer pour dire que je suis activiste ou je fais partie de telle association. Il faut se faire remarquer. Il faut participer. Se faire remarquer dans le bon sens du terme, on va dire. Dans le mazé-mazé. Non, se faire remarquer dans le bon sens. Lorsqu'il y a des programmes de sensibilisation, participe, partage ce que tu sais. Lorsqu'il y a à réunir les jeunes pour faire des plans d'action, pour mener des activités à bien, participe, donne des idées qui peuvent faire évoluer l'association. Et avec ça, ça va t'aider aussi à s'ouvrir sur la vie professionnelle et à s'ouvrir à soi-même, à émettre de bonnes idées. Tu peux sortir une idée comme ça, tu vas penser que c'est juste par claquement de doigts, mais ce sont la manière de le faire répétitivement qui fait en sorte que tu aies maintenant la capacité ou bien la facilité de faire sortir de bonnes idées. Donc ça sera aussi une option et de ne pas s'enfermer. Il y a certains qui disent, moi j'aime rester dans ma chambre pour éviter les problèmes. C'est en restant chez toi que tu t'attires plus de problèmes. Donc, l'idéal serait de s'approcher de tes amis, de tes semblables, d'apprendre d'eux aussi, apprendre de toi, de faire des erreurs et de les corriger.
Donc, c'est ce que je dirais. Je pense qu'on revient beaucoup sur ce point, faire des erreurs, les corriger, mais en fait, c'est ce qui nous rassemble ce matin, parce que ces erreurs qui ne sont pas acceptées forcément par la société poussent finalement les jeunes à se rapatrier dans leur petit coin, ou encore à rester renfermés sur eux-mêmes. Mais faire des erreurs, c'est tout à fait naturel. Nous sommes des humains. Délivrant, j'ai envie de dire, se renfermer sur soi-même, ne pas s'ouvrir au monde. Est-ce que c'est une histoire de garçons ou chez les filles également il y a ce souci? Bon, chez les filles également, on est tous pareils. Hein. À moins que ce ne soit plus, même pire plus chez les filles. Garçons que les filles ou plus les filles que les garçons? Honnêtement, je dirais c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez des avis divergents sur la question. Je vois beaucoup de jeunes filles qui vont être dans le bling-bling. Vous savez, elles n'ont pas peur de se cacher, elles s'exhibent et tout. Mais quand on va arriver peut-être dans un cadre professionnel, elles deviennent transparentes. Elles vont être plus renfermées. Elles auront tendance à ne pas dire ce qu'elles pensent, ne serait-ce que parce que quelque part, la société nous inculque que la femme est censée être effacée, ne pas trop élever. Oui, dans certains milieux, de ne pas trop élever. Vous n'êtes pas d'accord? De ne pas trop élever la voix en public. Ce sont des choses qui arrivent parce que nous vivons quand même dans une société un peu traditionnelle sur les bords. Parce que prendre une jeune fille qui s'habille bien, qui présente bien, vous verrez beaucoup de jeunes filles dans la rue qui vraiment ont l'air d'être, entre guillemets, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Quand vous l'approchez, vous essayez de gratter un peu sous la coquille, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est assez renfermé, un peu timide, qui ne va pas oser dans certains domaines. Parce que oser, ce n'est pas être jolie, ce n'est pas présenter, c'est pouvoir apporter un apport concret dans le domaine du travail, là où on peut réellement compter sur toi pour faire bouger les choses. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est général à la génération. Un peu... C'est pas une question de femme ou d'homme, en fait. Il faut apprendre à ne jamais baisser les bras, s'accrocher surtout à ses rêves. Comment aider non, je ne vais pas dire les jeunes, parce que quand on arrive déjà à la jeunesse, c'est compliqué après. Comment aider un ado à gérer une crise émotionnelle? Parce que c'est partant de là qu'il saura par après que, voilà, c'est pas parce que je me heurte à un mur que la vie est terminée, en fait. En tant que parent que ce soit un parent ou encore un proche, comment l'aider à passer une crise d'ado? Bon, est-ce que déjà, ce jeune qui fait une crise le manifeste? La plupart du temps... Bien sûr. Tous les ados le manifestent. Ah bon? Que ce soit dans le silence ou dans la parole ou encore dans le silence dans aussi, le c'est une forme de manifestation. Voilà. Moi, je pense qu'en tant que parent, dans un premier temps, parce que les parents sont les premiers responsables de tout ça. Là. C'est eux qui vont payer les pots cassés, si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, il faut plus avoir cette culture de l'écoute. Nos parents, entre guillemets, ne nous écoutent pas la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Oui, mais quand je dis ne nous écoute pas, je vais encore revenir sur moi. C'est plus pratique. Comme ça va aider bon nombre de personnes qui ont vécu peut-être la même situation. Moi, je me rappelle quand souvent je partais faire des formations ou bien je partais à des séminaires. Quand je vois quelque chose, je demandais de l'argent à maman. Maman, donne-moi le transport. Je me rappelle très bien quand j'étais sur les bancs d'école, elle disait, c'est toujours toi, oui, tu veux aller partout. Qu'est-ce que tu fais même? Tu perds du temps. Tu veux être dans toutes les sauces. Tu vois. Donc, elle ne comprenait pas ce que je faisais. Alors qu'aujourd'hui, quand elle me voit à la télé, elle me dit, ah ouais. Et je lui disais que quand je partais à la formation, là, et non, les filles, voilà. Donc, donc, du coup, c'est compliqué pour les parents, entre guillemets, de nous écouter. Donc, dans un premier temps, il faut inviter l'enfant à pouvoir nous dire ce qu'il traverse comme difficulté, de bon ou de mauvais. Vraiment l'écouter. Ça doit commencer même par l'école ou les résultats que l'enfant ramène à la maison. Ah, j'ai pas réussi. Ah, il faut encourager l'enfant que la prochaine fois tu vas réussir. Le plus important, je pense que moi j'ai suivi un documentaire chez les Allemands, c'est très simple. Chez les étudiants surtout, c'est qu'ils ont une note qui est réservée au nombre de fois où tu as participé en classe.
l'objectif, ce n'est pas de donner une bonne ou mauvaise réponse, mais c'est de toujours participer. Donc, à la fin, tu as une note. Donc, il y a un gars là, lui, tout au long de l'année, il ne fait que lever la main. Ce qui fait qu'il aura sa moyenne à la fin de l'année. Donc, indirectement, c'est une forme de culture qui va les aider à pouvoir sortir de leur zone de confort. Donc, quand l'enfant ramène une note ou une mauvaise note surtout à la maison, ou bien qu'il a échoué, c'est bien que le parent voit les dépenses d'investissement tout au long de l'année. Il va encore reprendre, c'est compliqué. Mais il faut encourager l'enfant à ne pas baisser les bras, mais à avoir confiance en lui. Ah, je sais que tu as échoué, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que tu es conscient que tu viens de nous perdre peut-être de l'argent, mais nous, on est tes parents, on veut vraiment te voir réussir. Donc, il faut communiquer cette façon de voir la chose à l'enfant. Ne plus dicter tout le temps à l'enfant ce qu'il doit faire. Mais tu as échoué, donc tu es privé de ci et de ça, tu ne vas plus sortir. Donc, l'enfant se révolte. Il va se recroqueviller sur lui-même. Il ne va pas vouloir encore venir vers vous. Il va chercher maintenant les repères dehors. Et c'est là où l'enfant prend plus en compte les mauvais conseils des personnes qui vont l'encourager dans ce qu'il fait de mauvais en fait. Donc, il faut que le parent puisse être capable d'écouter l'enfant, de dire que oui, je suis ton parent, je suis ton père, je suis ta mère, j'ai confiance en toi, je sais que tu as échoué, mais voilà quoi, voici ce que j'ai comme plan pour toi. Tu as fait pour toi, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut essayer pour moi aussi voir? C'est comme ça que le parent va arriver à aider l'enfant. Maintenant, il y a aussi ces enfants terribles, ou bien les calamités. Et ils sont compliqués aussi. Parce que mais ce sont des enfants aussi, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est plus aussi à l'école. Vous savez que chez nous ici, on n'a pas peut-être ce conseiller d'orientation. Il n'y a pas ce corps de métier là qui est là où il est intégré directement dans le corps ou bien dans le corps enseignant pour aider les enfants quand ils ont des problèmes. On n'a pas ça chez nous dans le EPP, tout ça là. Voilà quoi, c'est la maîtresse, tu y vas, tu rentres le soir à la maison. Alors qu'à l'école aussi, tu peux être exposé à beaucoup de choses où un ou une camarade peut t'insulter. Ça peut te faire mal. Tu vas aller dire ça à qui? Ah, maîtresse là, elle a son temps. Elle va dire, va barrer, ça va aller. Faisons le coup, c'est fini. La maîtresse ne t'a pas écouté. Alors que initier donc des centres d'écoute dans les établissements. C'est très important, ça aide, parce que c'est là aussi on évite peut-être ces enfants qui vont devenir peut-être des calamités pour notre société, des fléaux. Non, mais quand vous parlez même de calamités, même ces calamités ont leur place dans la société, j'ai envie de dire. Parce que peut-être ce qu'ils causent comme acte et qui fait l'appeler calamité, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. Nous, on ne le voit pas comme ça. Voilà. On pense que c'est une brebis qu'il faut mettre dans le train. En tout cas, tu as de bonnes idées. Je voudrais quand même avoir l'idée de Credo également là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour aider un ado à passer une crise d'adolescence? Parce que c'est un cas palpable, mais demain, dans la société, ça va se répéter. Ce ne sera plus une crise d'ado, mais une crise d'adulte. Ok, Sadat vient de le dire, qu'il faut l'écoute de ces enfants. Il faut noter que les parents banalisent ce que ressentent leurs enfants. Par exemple, un enfant qui dit qu'il est en dépression, par exemple. Imagine, non, moi je me présente devant mes parents, il est en dépression. Comment est-ce qu'on le dit d'abord? Comment tu vas faire pour aller chez tes parents pour leur dire je suis en dépression? Voilà, c'est compliqué. Mais comme nous venons de le dire, il y a le silence aussi qu'il faut voir, où il faut prendre en compte. Il faut détecter. En tant que parent, tu vois l'état de ton enfant qui n'est plus proactif comme il était. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il faut l'écouter, pas le mépriser ou le gronder. Plus tu le grondes, plus il se renferme et le mal se renferme. Et c'est comme une bombe à retardement qui va s'exploser un jour. Donc, l'idéal serait d'écouter l'enfant, de l'encourager, de ne pas lui dire des mots blessants. Et surtout lorsqu'on le remarque, puisqu'on sait tous que pendant l'adolescence, il y a des hormones qui s'éveillent. Donc, l'enfant va forcément faire ces crises. Donc, il faut que chaque parent s'attende à ça et ne pas banaliser les signes qui vont arriver plus tard. Les faire comprendre que, bon, mon enfant, moi aussi, était passé par cet état, mais calme-toi, ceci, cela. On peut faire comme ça pour que ça marche. On peut faire comme ci pour que tu te sentes bien. Pas les mépriser, les gronder, leur faire rappeler, peut-être s'ils ont échoué, que tes semblables ont fait ci, sont ici. Voilà, toi, tu traînes les pas.
et ainsi de suite. Ça ne fait qu'empirer la situation. Donc, écouter les enfants, ça commence déjà à la maison, les proches. Et maintenant, au niveau éducatif, ou à l'école, à l'université, les mots, puisque quelque chose qui peut me blesser, peut-être ne peut pas blesser l'autre personne, mais nous n'avons pas le même mental. Peut-être tu vas dire, oh, on n'a pas le même mental en fait. Donc, ça serait bien de prendre en compte tout ce que les jeunes expriment. Pas dire que elle est bouvier, elle est anti-blanc. Non, faut pas dire ça. Donc, il faut prendre en compte ce que le jeune dit. Être à l'écoute. Oui, c'est très important. Depuis là, c'est de ça on parle. Il faut être toujours là, parce que c'est vraiment important. Si on le banalise, malheureusement, le temps imparti à cette émission est déjà passé. Rapidement, je vais recueillir le mot de délivrance avant de conclure. Je pense que c'est important de cultiver cette culture de la résilience chez les jeunes. Parce que quand le jeune n'est pas préparé à ce que l'échec soit une option, quand il va dans la vie active, c'est compliqué. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Non point que personne, que qui que ce soit me disait que tu n'as pas le droit d'échouer. Moi, je n'ai pas vécu dans ce genre d'environnement. Je savais que l'échec était une option. Mais n'ayant jamais vécu cet échec moi-même, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle et que les portes ont commencé à se fermer, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Donc, il faut être prêt à encaisser ça. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver devant des portes fermées et qui ne vont plus essayer du tout. Donc, il faut que les jeunes, qu'on leur inculque ça, vous pouvez échouer, mais l'important, c'est de se relever, de continuer à aller de l'avant. Se relever, continuer à aller de l'avant, apprendre à persévérer. Sadatil, vous devriez conclure en 15 secondes. Je dirais tout simplement qu'il faut prier. C'est bien vrai que ce n'est pas le moment. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais quand je dis ça prier, aide aussi. Moi, j'aime à dire que le bon Dieu, il est dans l'action. Quand tu finis de prier, c'est pas que le bon Dieu va venir te chuchoter quelque chose dans l'oreille, mais maintenant, ce que tu as demandé, va le chercher. En tant que jeune, tu as des aspirations. Tu veux évoluer dans la vie. Tu auras des difficultés, tu auras beaucoup de choses qui vont aller à contresens de là où tu veux aller. Donc, sois préparé et surtout, prie beaucoup. Ça va t'aider à surmonter l'échec. Prière, résilience, patience. Quoi d'autre, Credo, rapidement? Il faut dire que Rome n'est pas construit en un seul jour. Donc, ce sont des actions répétées qui vont nous pousser vers le succès. Merci. Merci à vous, messieurs et dames. On va en rester là pour aujourd'hui. En résumé, il est essentiel de comprendre les causes du découragement chez les jeunes et de leur offrir un accompagnement adapté, un centre d'écoute, comme l'a dit Sadat, pour les aider à développer leur résilience et à surmonter les obstacles de la vie. C'est fini pour la balade matinale de ce jour. On va se donner rendez-vous mercredi à partir de 8h. Agréable semaine à tous et à chacun. D'ici là, portez-vous bien et on continue de se battre. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.